Então, boa tarde. Eu vou aqui, sou o Fábio Reis, da UF. Vou aqui cumprir a tarefa de mediar a mesa, e que é um prazer, uma enorme felicidade, uma honra estar aqui recebendo a professora Véronique Champel-Desplat, da Faculdade de Direito da Universidade de Paris-Nanterre, Faculdade de Direito Público, autora do livro Metodologie do Droit et des Sciences du Droit, e igualmente do livro Théorie Générale des Droits et Libertés, Perspective Analytique, um dos seus 2 últimos livros, e organizadora do dossiê Mode de Normativité et Transformation Normative, de cas relativo ao droit et liberté, que organizou com Jérôme Portat e nosso colega, parceiro, amigo Laurent Thévenot, na Revue des Droits de l'Homme, número 16. A professora Véronique, ela está vindo aqui no ENADIV, esteve na UF, numa parceria que estabelecemos entre o PPGA e o NADI, uma parceria que muito nos alegra, essa possibilidade de trocas, e isso permitiu, portanto, que nós organizássemos a vinda da professora Véronique aqui, então, que é um prazer, uma honra, uma colega com a qual tenho estabelecido o diálogo já há muitos anos, por meio do nosso colega Laurent Thévenot, um amigo em comum, e que temos explorado bastante as possibilidades de interlocução, que é uma felicidade enorme tê-la aqui no Brasil, aqui na USP nesse momento, e na UF antes. Donc, merci beaucoup, Véronique, pour être là avec nous. Et bon, voilà, je laisse les paroles à toi. Merci beaucoup, Flavio, pour la présentation, et merci beaucoup surtout pour l'invitation à travailler, à parler avec vous, et surtout à présenter des travaux français. Donc, merci pour l'invitation de Anna, et je suis très honorée d'être avec vous. C'est le... Ouais, ok, merci. Alors, c'est bon, là? Oui, il y a un petit problème de... Il y a un retour. C'est bon? T'as bon? Ah. Moi, je vous reçois 5 sur 5 sur le... Comme ça? Ouais, mais j'entends beaucoup. Ouais, on peut essayer de commencer? Ouais. Donc là... Ok. Donc je disais que j'étais très honorée. On ne va pas continuer très longtemps sur les remerciements, parce que sinon, on va prendre tout le temps. Bon, plus sérieusement, il m'a été demandé par Anna Lucia de faire une conférence sur l'anthropologie et le droit public en France. Et ma réaction a été immédiatement de dire que la conférence n'allait pas durer très longtemps, parce que si je prends la situation aujourd'hui en concevant l'anthropologie de façon générale, et si je regarde... Ok. Mais j'ai pas besoin de ça. Non, c'est juste pour... Après, pour les questions.
Est-ce que je peux parler? Oui, mais si tu peux commencer au début, tu vois. Ah, je recommence au tout début. Et que je suis. Et merci, je suis honorée, tout ça. Parce que pour l'enregistrement. D'accord. OK. Comme la scène de feuilleton. Voilà. Donc, je voulais remercier pour l'invitation et vous dire encore une fois que je suis très honorée d'être là parmi vous pour réfléchir à cette thématique sur les rapports entre l'anthropologie et le droit public en France. Donc, je recommence en disant que quand la question m'a été posée, cela m'a laissé interrogative parce que si je prends la situation aujourd'hui en concevant l'anthropologie comme une matière, une discipline structurée, et si je regarde le droit français, le droit public français que je connais bien, a priori, les rencontres sont aujourd'hui très, très minimes. Donc, j'ai essayé finalement de m'interroger en anthropologue sur l'anthropologie. Donc, je vais vous proposer une anthropologie des relations entre le droit et l'anthropologie en France. Je crois que c'est peut-être ici l'apport de la conférence. Donc, ce à quoi j'ai essayé de réfléchir étaient les conditions de possibilité d'une rencontre entre le droit public et l'anthropologie, alors que, comme je viens de le dire, cette rencontre est pour le moment à un état assez bas. Alors, pour le comprendre, je vais commencer par une mise en perspective de l'écosystème universitaire français qui, aujourd'hui, est très peu favorable à une rencontre entre l'anthropologie et le droit public. Cela s'explique tout d'abord par le caractère annexe, ancillaire de l'anthropologie du droit en France. Donc, contrairement au Brésil, en tout cas ce que j'ai pu en comprendre, à la Colombie, au Pérou ou à d'autres États d'Amérique latine, ou même plus traditionnellement en Europe, à l'Angleterre, à la Belgique, et puis au Canada et aux États-Unis pour l'Amérique du Nord, la France n'est pas une terre de prédilection de l'anthropologie du droit ou de l'anthropologie juridique. Certes, cette anthropologie du droit, elle a quelques précurseurs renommés, notamment Henri Lévy-Bruhl, qui a été historien du droit de formation, ou Georges Gurvitch. Ça, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Ou après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons d'autres précurseurs comme Michel Alliot, Étienne Leroy, Raymond Verdier ou encore Norbert Rouland. Mais derrière ces noms, 6 noms finalement, 6 personnes, il n'y a pas eu de courant significatif, de courant massif d'études de l'anthropologie du droit. Ce qu'ont fait ces personnes, ça a été, d'un point de vue institutionnel, d'écrire des livres ou encore de monter des formations qu'on a trouvées au niveau, alors je crois qu'ici c'est postgradao, de DEA ou de master, mais ces formations sont restées assez localisées à Paris. Il y en avait une aussi à Limoges. Donc elles sont restées localisées et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui elles sont pratiquement mortes. À Paris 1, le centre d'anthropologie du droit qui avait été créé dans les années 60 a été obligé d'intégrer un centre plus large pour pouvoir survivre. Et à Paris 10, qui est mon université, il y avait aussi un centre d'anthropologie qui a été contraint d'intégrer le centre d'histoire du droit pour pouvoir survivre. Donc, ces formations, enfin ces institutionnalisations de l'anthropologie de l'anthropologie du droit, sont restées très fragiles. Ce qui peut s'expliquer, et j'y reviendrai, par le fait que ces différents précurseurs de l'anthropologie du droit en France se sont développés à partir d'un prisme très africaniste. Je pense
qu'il y a là à voir avec le passé colonial français, l'anthropologie était d'abord une forme d'étude du droit produit ailleurs, dans des pays lointains, l'Afrique, qui a été donc un continent de la colonisation française. Donc nos auteurs ont mis l'accent sur l'étude des coutumes locales, sur l'importance de la structuration familiale de l'organisation politique, sur les règlements locaux des conflits, sur les rites, sur les moyens de preuve. Ils ont, dès lors, développé un savoir qui intéressait davantage les juristes privatistes que les juristes publicistes. Alors, ces références sont très intéressantes à étudier, car certaines mettent particulièrement en lumière plusieurs malentendus, à la fois méthodologiques, sur l'anthropologie du droit et sur les instrumentalisations possibles des travaux des anthropologues du droit par les juristes français, notamment par les privatistes, puisque, comme je viens de vous le dire, c'est dans ce giron que s'est développées les études africanistes des anthropologues du droit. Pour le comprendre, je repartirai de controverses récentes, ou en tout cas je vais illustrer avec des controverses récentes la façon dont l'anthropologie du droit a pu être utilisée, instrumentalisée par les juristes français contemporains. Les exemples, ils ne sont pas anodins et ils sont liés aux évolutions récentes du droit de la famille ou des rapports de l'individu avec la vie et la mort. Donc ce sont des sujets qui sont fortement investis par des présupposés religieux ou par des présupposés idéologiques. Pour plusieurs cas, et notamment la question du mariage entre personnes entre même sexe, la question de la possibilité d'adoption des enfants pour ces couples, ou encore pour un cas de responsabilité médicale que je vais illustrer un tout petit peu plus après, certains privatistes, certains donc, professeurs de droit privé, ont invoqué des catégories anthropologiques fondamentales, sans les préciser, on ne sait pas ce que c'est, pour démontrer, ou en tout cas pour soutenir, que les évolutions du droit civil étaient contraires à ces catégories anthropologiques fondamentales. Donc, je pense que pour la question du mariage et de l'adoption par les personnes de même sexe, les choses sont assez faciles à comprendre. Qu'est-ce que ces personnes, qu'est-ce que ces professeurs vont dire? Ils vont dire « Ah, mais de tout temps où structurellement la famille est composée d'un homme et d'une femme, donc c'est porter atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales que de vouloir changer cette structuration familiale. » Donc on voit ici l'instrumentalisation conservatrice, à la fois d'ailleurs conservateur du point de vue juridique, il faut conserver le droit civil, les principes du droit civil en France, et conservateur sur le plan idéologique de cette rhétorique. Mais cette rhétorique existait aussi pour un autre cas auquel je viens de faire allusion, sur la question de la responsabilité médicale du fait de la naissance d'un enfant en situation de handicap. C'est une affaire très célèbre en France qu'on appelle l'affaire Perruche. Perruche, c'est le nom des parents de l'enfant. L'affaire, pour résumer, consiste en ceci. Donc une femme, Madame Perruche, attend un enfant. Elle fait un diagnostic prénatal. Et dans ce diagnostic prénatal,
elle fait ce diagnostic prénatal, pardon, au moment où elle contracte une maladie, la rubéole de mémoire, qui est susceptible d'affecter l'enfant. Lorsqu'elle fait le diagnostic prénatal, le diagnostic ne décèle pas de conséquences sur l'embryon. Donc, ceci est important parce que ces cas de transmission grave de maladie à l'enfant, qui peut causer un handicap, est en France une cause médicale d'avortement légal, à quel que soit le mois de l'état de la grossesse. Donc les enjeux sont importants. Lorsque tombe le diagnostic prénatal, qui ne décèle pas de possibilité de séquelles sur l'enfant, Madame Perruche choisit de ne pas mettre fin à la grossesse. Et là, si je veux rester, je ne peux pas dire catastrophe si je veux rester neutre axiologiquement, mais en tout cas, la conséquence dramatique est que finalement, l'enfant va naître avec un handicap. La question qui se pose donc, est de savoir si les parents, mais aussi l'enfant, peuvent demander une réparation au service médical pour cette naissance en situation de handicap grave. Alors on pourrait se demander que vient faire l'anthropologie dans cette histoire. Eh bien, elle arrive tout de suite, car donc la question, la réponse à la question que je viens de poser, eh bien, a divisé les juristes civilistes, et même de toute discipline, sur cette possibilité d'indemniser les parents et ou l'enfant de cette naissance avec un handicap. Et donc des civilistes renommés vont invoquer les catégories anthropologiques fondamentales pour estimer qu'une vie est une vie et qu'il n'y a pas à demander de remboursement, de dédommagement du fait de naître handicapé, puisque la vie d'un handicapé vaut la vie d'une personne sans handicap. Donc il va y avoir ce courant-là, et puis face à ce courant, il y a d'autres personnes qui vont dire qu'il est tout à fait possible, souvent sous un fondement libéral et du point de vue de la liberté individuelle, de demander une réparation du fait du handicap. Et donc va s'opposer, va se former une controverse très célèbre, très longue, qui va mobiliser des professeurs de droit, les tribunaux, la Cour de cassation, le législateur, en opposant les Perruches et les anti-Perruches. Et donc, non seulement donc, cette controverse va se fonder sur un principe soit sur un principe libéral, liberté individuelle ou non, mais aussi sur cette mobilisation des catégories anthropologiques fondamentales pour justifier sa position. Car, comme le dit un collègue assez connu qui s'appelle, dans un article vraiment très très intéressant dont je recommande la lecture si vous pouvez lire le français, donc le collègue s'appelle Denis de Béchillon, eh bien, Denis de Béchillon va montrer que ces catégories anthropologiques fondamentales n'existent pas de façon ontologique. Toute discipline, et l'anthropologie évidemment y compris, connaît ces oppositions de catégories, de concepts, de théories. Et donc on ne peut pas se mettre d'accord sur l'idée qu'il existe une catégorie anthropologique fondamentale ou des catégories anthropologiques fondamentales qui traverseraient le temps. Donc va être décriée une forme d'instrumentalisation, comme je l'ai dit, de l'anthropologie. Donc comme vous pouvez vous rendre compte, finalement, en France, on part de loin dans les rapports entre l'anthropologie et le droit dans le monde contemporain, puisque le rapport, eh bien, on peut dire, est un rapport
plutôt instrumental, un rapport de contextualisation ou de fondement du droit, un fondement parfois très fragile du droit pour les juristes contemporains. Alors à ce point de départ compliqué, s'ajoutent maintenant du côté du droit public français d'autres points de complication. Je vais résumer un peu, mais l'histoire du droit public français, la construction du droit public français, s'est faite de façon très formaliste. Pour le comprendre, eh bien, il faut avoir à l'esprit que le droit public français s'est formé après le droit privé, s'est construit après le droit privé, après le droit civil, et que le droit civil, ça je pense que c'est assez connu de tous les juristes dans le monde, le droit public en France, le droit civil en France, c'est le modèle du droit. S'il y avait une définition du droit, elle réside dans le fait que tout doit ressembler au droit civil, au code civil napoléonien, qui est la forme modèle du droit, et la façon d'étudier le code civil doit également servir de modèle à tous les juristes et aux juristes de toutes les autres disciplines. Donc le fait de copier la façon dont les privatistes étudient le droit, pour les publicistes, est un gage de légitimité, de légitimation de la construction du droit public. Et donc la façon qu'ont les privatistes d'étudier le droit civil est très formaliste, très exégétique. Elle constitue en une forme ou bien de répétition du code, ou bien en une forme de systématisation de ce code. Et l'idée principale, c'est que tout le droit est dans le code. Donc les publicistes vont avoir finalement cette formation à la science juridique pour construire leur discipline. Et que ce soit en droit administratif ou en droit constitutionnel. À tel point que lorsque certains juristes critiques ou un peu originaux vont vouloir sortir de ce modèle formaliste de construction de la science juridique, eh bien, ils vont finalement s'engager dans d'autres disciplines. Ils vont s'engager dans la sociologie, dans la science politique. Ou l'anthropologie, justement. Les anthropologues du droit, ce sont des juristes mécontents. Ce sont des juristes critiques de l'étude formaliste des textes juridiques ou des décisions des tribunaux. Donc on a une formation du droit public qui part sur cette base très, très formaliste, très centrée, et qui laisse l'étude plus ouverte aux autres sciences sociales du droit à des personnes qui vont être considérées, certes de bonne façon dans la carrière, mais comme des marginales dans l'étude du droit public. Alors vous voyez, tout va très mal, tout est improbable. Et maintenant, mais je ne crois pas avoir grossi le trait, avoir été emphatique. Je pense que la structuration du droit et de l'étude du droit en France correspond à ce modèle dominant. Donc, à partir de cette base compliquée, comment penser les interactions? Quels signes d'interaction existe-t-il? Et heureusement, il en existe, encore une fois, même si elles sont marginales en France. Alors, pour le penser, je vais d'abord essayer de mettre en lumière les évolutions de l'anthropologie du droit en France
et d'un autre côté, les évolutions de l'étude du droit public en France. Quels sont les signes donc d'interaction? Alors du côté de l'anthropologie du droit, on assiste depuis une vingtaine, trentaine d'années peut-être, progressivement, à plusieurs évolutions. Une évolution relative au travail conceptuel des anthropologues, une évolution également relative à la méthodologie du travail des anthropologues et avec l'évolution méthodologique, une évolution des objets d'étude des anthropologues. Alors tout d'abord, s'agissant de l'évolution du travail conceptuel, il consiste en ce que j'appellerais essentiellement un affinement et un déplacement du concept de pluralisme juridique. Donc, structurellement, l'anthropologie du droit s'est formée en France, mais je sais que c'est aussi le cas dans d'autres pays, et aussi en Belgique, avec qui les anthropologues du droit français travaillent beaucoup. Donc, cette discipline s'est forgée autour du concept de pluralisme juridique. Quel est l'objectif? L'objectif est de montrer qu'il existe du droit en dehors de la production normative étatique. Donc le pluralisme juridique, c'est une tentative d'élargir le concept de source du droit et de sortir d'une conception étato-centrée, légicentrée de la production du droit. Le problème ou la difficulté, c'est que même chez les anthropologues, on pourrait dire les plus avertis, les plus solides d'un point de vue méthodologique, qui luttent contre toute forme d'ethnocentrisme, même chez ces anthropologues-là, donc, il existe des formes de hiérarchisation implicite dans l'étude des sources du droit. On pourrait dire de ce point de vue-là qu'il y a une forme de symétrie entre les anthropologues du droit et les publicistes classiques en France. Comment l'expliquer? Les sources du droit sont appréhendées très souvent par des dichotomies. Donc on a des sources formelles et informelles, des sources, le droit, l'infradroit, le droit d'en haut, le droit d'en bas, des normativités étatiques, des normativités marginales, des normativités centrales, des normativités périphériques, des normativités officielles, des normativités officieuses. Les juristes, publicistes traditionnels vont se servir de ces dichotomies pour valoriser le droit central et dire que c'est le droit officiel, que c'est le droit d'en haut, que c'est le vrai droit, tandis que les anthropologues, finalement, vont se servir des mêmes dichotomies pour, au contraire, dire qu'ils vont étudier, eux, l'infradroit. Ils vont reprendre ces catégories-là. L'infradroit, le droit officieux, le droit d'en bas. Je sais qu'en Amérique latine, on parle beaucoup du droit d'en bas pour le valoriser, mais on reprend ces catégories, on reprend cette catégorie profondément. Donc, au départ, même les anthropologues, comme je l'ai dit, les plus avertis, conduisent leurs recherches avec cette structuration qui implique des hiérarchisations. Et le travail d'évolution qui s'ensuit de la reconsidération du pluralisme juridique, c'est de repenser ce pluralisme en dépassant les hiérarchisations impliquées par les catégorisations habituelles. Et donc ce travail, eh bien, il va donner lieu à une volonté de se débarrasser du mot pluralisme pour finalement
se diriger vers un travail de grande créativité conceptuelle afin de trouver un autre vocabulaire ou une autre forme de catégorisation générale. Donc l'idée, c'est de montrer qu'il existe une pluralité de pluralisme juridique. Et donc il va y avoir des mots comme multijuridicité, plurijuridicité, multijuridicité, qui vont être proposés. Où on a aussi des mots comme juridiversité, plurivers, glocal, qui est la contraction de global et de local. Donc c'est voilà, ces inventions de néologismes qui donc sont destinées à dépasser les hiérarchisations implicites des catégorisations anthropologiques. Deuxième trait de l'évolution dans l'anthropologie du droit européenne, c'est une évolution qui consiste en une reconsidération du rapport méthodologique à l'objet et donc à l'extension des terrains d'étude. Le constat est le suivant, il est fait par un anthropologue du droit belge qui s'appelle Christophe Eberhardt. Il estime que le travail de l'anthropologue ou de l'ethnologue contemporain doit dépasser la figure donc du chercheur qui va planter une tente au milieu d'un village et qui va l'observer. Parce que une des caractéristiques à laquelle j'ai fait allusion d'anthropologie en Europe, c'est de penser des sociétés lointaines. Pour être anthropologue, il faut aller en Afrique, comme je l'ai dit, ou peut-être au Brésil, mais pour nous, c'est un déplacement. Pour vous, vous faites de l'anthropologie de votre société voisine. Vous avez un propre regard anthropologique sur votre construction la construction de vos propres sociétés. Pour les anthropologues européens, anthropologie, pendant très longtemps, égale déplacement sur un terrain, et ce terrain est lointain. Donc l'anthropologue, c'est celui qui va s'isoler avec sa tente et qui va vivre avec les populations qui lui sont étrangères et dont le travail essentiel, méthodologiquement, est celui de l'immersion et celui de la monographie de terrain, avec les cahiers très connus, très célèbres, de compte-rendu du terrain. Christophe Eberhardt donc, remarque que ce temps, cette forme de recherche, a constitué une façon figée, finalement, de faire de l'anthropologie, et que pour évoluer, eh bien, l'anthropologie doit effectuer un autre exercice intellectuel important qui est la comparaison. Finalement, un travail de recherche prend du relief, prend des significations par la comparaison, par un exercice de comparaison. Alors, avec quoi comparer quand on est anthropologue? Eh bien, c'est là où un saut intéressant va être effectué. Mais l'idée, ça va être de comparer avec des sociétés plus proches, finalement, de l'anthropologue contemporain, des sociétés contemporaines. Et donc, progressivement, notamment sous l'effet de la mondialisation, là je parle de recherche du début du XXIe siècle, sous l'effet de la globalisation, eh bien, l'idée, ça va être de regarder comment la globalisation économique, sociale, culturelle, juridique a des effets sur les populations locales et réciproquement. Comment il y a une interaction entre des modes de normativité locale et des modes de productivité globale, d'où le concept de glocalisation, de glocal. Et donc, ce faisant, nos anthropologues qui étaient partis en Afrique, les mêmes, en tout cas pour les plus jeunes, vont commencer à s'intéresser au travail des ONG sur les terrains dans les pays dits du Sud, et vont commencer à s'intéresser à la reconnaissance des sociétés culturelles locales par des acteurs internationaux.
Et donc, ce faisant, on a cette évolution des méthodes, hein, où l'anthropologue n'est plus seulement en train d'observer un terrain, mais il va aussi lire des documents juridiques, des rapports faits par les ONG ou par les organisations internationales. Bref, comme certains diront, l'anthropologie du droit a un nouvel agenda de travail. Ce mouvement, donc comme je l'ai dit, est assez significatif parmi les anthropologues du droit en Europe, mais on le retrouve aussi chez certains anthropologues ou ethnographes aux États-Unis. Et il y a de ce point de vue une anthropologue et juriste assez influente qui a été traduite en français récemment, qui s'appelle Annalise Riles, qui a notamment travaillé sur justement les ONG, les acteurs internationaux protégeant les droits humains, et donc qui offre tout un tas de pistes de recherche et de méthodes qui a été reçue notamment en France. Alors justement, notamment en France, qu'est-ce qu'on peut trouver comme répercussion très concrète de ce déplacement méthodologique et d'objets? Eh bien, encore une fois, même s'il y a peu aujourd'hui d'anthropologues, il y a des travaux qui restent visibles donc, dans quelques revues, notamment la revue Droit et Culture, qui eh bien, montrent que les anthropologues peuvent s'intéresser à des objets contemporains. Donc je ne vais pas vous citer tout l'ensemble des numéros, mais pour vous donner des exemples, vous avez des études sur le tatouage sur la peau, sur les études, tout ce qui est relatif au corps. Donc le tatouage face au droit, sur la question évidemment des évolutions de genre, le genre, ou bien la transsexualité, les relations transgenres, les relations entre les personnes entre les mêmes sexes, entre personnes de même sexe. Vous avez toutes les questions relatives à la fin de vie. Vous avez toutes les questions relatives aussi à la justice environnementale, qui vont faire l'objet donc d'études par les anthropologues. Donc, une évolution qui permet une point de rencontre pour le droit public, d'autant plus que un sociologue français célèbre qui s'appelle Bruno Latour a, à la fin de sa vie, entrepris lui-même un travail ethnographique au Conseil d'État. Il est resté 1 an en immersion au Conseil d'État pour essayer, il a fait comme avec les populations africaines, mais lui c'était le Conseil d'État français, il est resté 1 an pour observer les pratiques de cette institution, ce qui a été là aussi une source méthodologique d'inspiration pour renouveler les études du droit public en France. Alors justement maintenant du côté du droit public pour terminer. Quelle réception voit-on à cela? La première chose, ou le premier bilan que je pourrais faire, un bilan général pour avoir bien en tête le panorama des études juridiques en France aujourd'hui, c'est que je pense très sincèrement que l'on est à une période cruciale, à un tournant, et un tournant favorable à l'introduction des sciences sociales dans l'étude du droit en France. Cela ne veut pas dire, il faut être prudent, cela ne veut pas dire que tous mes collègues vont se transformer en sociologues, en ethnologues, en anthropologues ou en économistes du droit. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on est à une étape plutôt de division entre 2 formes d'études juridiques.
C'est-à-dire qu'il y aura toujours, parce que ça fait partie du travail et de la formation des juristes aussi, il y aura toujours ceux qui vont développer une étude formaliste, techniciste du droit, et qui représenteront, je pense, toujours une majorité. Mais il y a une place plus importante qui peut être occupée et qui est déjà occupée par une nouvelle génération de chercheurs qui s'ouvrent à d'autres méthodes et d'autres savoirs, et notamment des méthodes et des savoirs des sciences sociales. Cela est favorisé par des facteurs profonds, et c'est pour ça que je pense qu'il ne va pas y avoir de backlash, enfin, en tout cas pas dans les 30 ans à venir, ou pas dans les 20 ans à venir. Cela est favorisé d'une part par l'émergence de nouveaux objets d'études juridiques liées aux transformations des moyens de communication et aux moyens d'accès aux données, l'élargissement des bases de données, notamment, qui rend inintéressant le fait de dire « Ah bah tiens, je lis seulement un article du code et c'est mon travail », ou « J'ai trouvé un article du code civil ou d'une loi et c'est mon travail », ça rend inintéressant ce travail. Donc le fait d'avoir accès à plusieurs données et avoir accès à des logiciels de traitement de ces données, eh bien, permettent aux juristes de faire des enquêtes de type empirique, quantitative et parfois aussi qualitative sur ces données. Donc ça bouleverse complètement une façon de travailler des juristes. Et ça, je pense que c'est irréversible dans les 20 années à venir au moins. Après, je ne serai peut-être plus de ce monde pour le savoir. Donc ça, c'est un premier facteur. Les moyens de communication et la possibilité de traiter les données avec des instruments de traitement big data. Le deuxième facteur, c'est aussi l'émergence d'objets transversaux qui nécessitent, pour être étudiés, d'investir les sciences sociales. C'est le cas des questions des discriminations. Si je parle des discriminations sans connaître la micro-société dans laquelle, ou la société dans laquelle j'essaye de l'évaluer, ça ne sert à rien. On ne sait pas pourquoi il y a une discrimination envers une personne ou envers une autre, selon un critère ou un autre. Il y a évidemment toutes les études de genre qui sollicitent aussi des connaissances en termes sociaux, littéraires, philosophiques notamment. Il y a aussi toutes les questions climatiques, environnementales. Si je fais du droit de l'environnement sans connaître un tout petit peu ou de biologie ou de données sur les climats ou sur la pollution, c'est pas la peine de faire du droit de l'environnement, c'est complètement inintéressant. Je répète le code et c'est tout. Donc, il y a des objets transversaux qui nécessitent cet investissement des sciences sociales, et les jeunes chercheurs l'ont compris. Et cela se mesure, s'observe au fait qu'il y a beaucoup de thèses maintenant qui sont consacrées à tous ces sujets avec des perspectives interdisciplinaires. Il y a aussi tous les projets, les appels à projets que vous aussi vous connaissez ici, qui sont financés par l'État ou par l'Union européenne, eh bien, exigent dorénavant ce genre d'attitude pluridisciplinaire. Et comme les jeunes chercheurs cherchent de l'argent aussi pour vivre, eh bien, ils investissent sérieusement cette perspective pluridisciplinaire. Je parle en connaissance de cause parce que même si parfois on dit que je fais jeune, je suis vraiment plus âgée que vous ne le pensez. Et j'ai participé à chaque fois qu'il y a des thèses pluridisciplinaires, on me demande d'être dans le jury. Ces dernières années, je passe ma vie presque dans les jurys de thèse. Et je peux donc vraiment vous témoigner du sérieux et du mouvement important de la jeune génération vers ces perspectives. Donc, il y a ce mouvement qui est important et qui explique ce
cette rencontre possible du droit avec les sciences sociales. Il y a aussi un autre phénomène qui explique les rencontres possibles et qui d'ailleurs a fait l'objet de rencontres effectives, c'est l'attrait également des juristes français d'une nouvelle génération pour toutes les études dites post-décoloniales et post-coloniales. En France, et c'était une conséquence de la vision légicentrée dont j'ai parlé, les juristes publicistes n'étudiaient pas beaucoup, voire pas du tout, le droit produit dans les territoires d'outre-mer, comme on l'appelle chez nous, les Antilles, les Nouvelle-Calédonie, la Guyane qui est ici, sur ce continent, la Polynésie. Tous ces droits étaient déconsidérés. On en parlait juste pour dire, il y avait 3 lignes disant que c'était un droit dérogatoire au droit commun. Mais voilà, très peu d'études existaient, ou alors si elles existaient, elles étaient faites par des professeurs qui allaient enseigner dans ces territoires, dans des revues très très locales. Et en général, d'ailleurs, les professeurs restaient peu longtemps dans ces territoires. C'était presque aller au bagne. On va enseigner 3 ans dans un territoire et on revient vite sur le territoire métropolitain. Donc, une forme de désintérêt, là encore, de hiérarchisation, vous voyez, entre les sources du droit. Cette vision-là est en train de changer. Déjà, d'une part, parce que certains territoires bénéficient maintenant d'un pouvoir législatif, comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie. Et aussi parce que, il y a ce mouvement d'études post-coloniales ou décoloniales qui commence à jeter un nouveau regard sur le droit produit dans les territoires d'outre-mer. Et également, chez les juristes internationalistes, les mouvements qui sont nés aux États-Unis ou ici, qu'on appelle les Twales, tous les mouvements critiques du droit international, ont une influence assez significative sur une partie des spécialistes du droit public, droit international public. Donc pour finir, on assiste aussi chez certains publicistes, et en tout cas dans la nouvelle génération que j'ai indiquée, à un investissement sérieux des méthodes en sciences sociales. Jusqu'à présent, quel était le travail du juriste? Qu'est-ce que fait un juriste dans la vie? Un juriste traditionnel, il lit des textes. Notre travail, c'est de lire des textes, de lire des lois, le code, des arrêts, et de systématiser à partir de ce travail-là. L'investissement vers les sciences sociales implique le fait de se former à d'autres méthodes que sans doute vous connaissez beaucoup plus donc, les juristes traditionnels français, que sont les questionnaires, les entretiens, l'immersion. Et avec l'exemple de Bruno Latour, dont j'en ai donné, ça a légitimé le fait pour les jeunes chercheurs de dire je vais en immersion dans une institution, je vais aller au Conseil constitutionnel, je vais aller dans une agence administrative pour observer la façon dont ces agences ou dont ces institutions créent le droit. Donc questionnaire, immersion, entretien, vont être maintenant des méthodes qui sont utilisées par certains juristes pour conduire ces nouvelles recherches. Enfin, dernier mouvement qui est un signe d'ouverture, c'est qu'on assiste, même chez les juristes les plus traditionnels, à un travail d'autoréflexion sur la façon dont le droit public s'est créé en France. Et depuis le début des années 2000, on trouve des travaux qui ne sont pas le fait d'historiens du droit, mais qui sont le fait, encore une fois, de juristes publicistes qui s'intéressent au droit positif et actuel français, sur l'histoire de la discipline.
comment s'est construite les disciplines en droit public et les sous-disciplines en droit public, le droit administratif, le droit constitutionnel, le droit fiscal. Je mets à côté le droit pénal parce que je sais que c'est étrange pour le monde entier à part les Français, mais le droit pénal en France est du côté du droit privé. Voilà. On dit, pour nous, c'est une matière de droit privé, non pas une matière de droit public. Mais en tout cas, il y a cette interrogation sur comment se sont dessinées, découpées les disciplines et comment, eh bien, de grands auteurs ont contribué à l'étude et à la construction et à l'autonomisation aussi de la discipline par rapport au droit privé, de la discipline de droit public. Donc on a un regard nouveau sur l'identité du droit public, sur son histoire et sur la façon dont il s'est structuré dans le paysage académique français. De la même façon, et je finis avec ce point, on assiste à une réévaluation de l'importance de certaines sources du droit. Comme je vous l'ai dit, le regard qui était porté sur les sources du droit en France était pollué par la dichotomie droit-infradroit. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'infradroit ? Eh bien, il y avait pourtant des documents très importants dans la vie quotidienne de l'administration française ou de l'État français, comme des circulaires, des lignes directrices. Et donc, en fait, ce sont des documents, quand on travaille à l'université, on sait que c'est ça qui est important. La personne qui travaille dans un service de l'administration à l'université ne va pas regarder la loi ou la Constitution. Elle va regarder la ligne directrice produite par le ministère pour prendre la décision. Donc finalement, ces circulaires, tous ces documents internes à l'administration, qualifiés auparavant d'infradroit, eh bien, sont des sources importantes de l'activité de la pratique administrative. Et depuis quelques années, eh bien, ces sources du droit sont réévaluées, leur importance est réévaluée, parce qu'aussi le Conseil d'État leur confère un effet normatif et ça fait l'objet donc d'un nouveau terrain d'étude. De même, et enfin, donc, que sont réévalués, et j'essaye de participer à ce travail, le rôle de certains acteurs qui avaient été invisibilisés dans la production du droit. Et je pense notamment à la place des femmes dans la production du droit. Donc il y a des études de genre qui se sont entièrement développées, qui se sont beaucoup développées, et également sur la façon dont les femmes ont intégré ou bien les grandes fonctions de l'État, ou bien l'administration, et comment la féminisation de l'administration et de l'État peut eh bien, avoir une influence sur les conceptions que l'on a de celui-ci. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère pouvoir terminer avec cette note optimiste sur le fait qu'un sujet qui pouvait être traité en 3 secondes parce qu'il n'y avait pas vraiment de lien évident aujourd'hui entre l'anthropologie et le droit public, il a finalement m'a pris presque 1 heure et je pourrais tenir encore plus. Donc, je vous remercie de votre attention et évidemment, je suis ouverte à toutes les questions pour la discussion. Bom, muito obrigado, Veronique, por essa conferência muito estimulante desse cenário simultaneamente histórico e antropológico da relação entre o direito e o francês e a antropologia e os percursos, né, os processos de transformações a respeito desses campos e do desenho final que você apresenta, dos desdobramentos, né, dessa relação na contemporaneidade face às questões que apontam para essas mudanças, como você aí pontuou. E
e que ajuda bastante a gente um pouco a traçar as comparações com a nossa formação, do nosso direito, da nossa antropologia e das possibilidades de diálogo com relação a essas mutações, né? E, bem, e a gente pode conversar depois. E a gente pode abrir, né, para algumas questões, para poucas questões, e que pedimos que as pessoas sejam rápidas, né? Não façam outra conferência em cima da conferência. É isso. Né? Da conferência, que possam fazer questões pontuais, perguntas, dúvidas, questionamentos, né? Então, e pediremos que fizesse aqui, como está filmando, para ficar registrado. Então, quem se habilita. Bom, boa tarde. Meu nome é Ana Luísa, eu sou aluna mestranda do programa de pós-graduação em antropologia da UF, e meu objeto de pesquisa tem sido... Desculpa. E meu objeto de pesquisa tem sido o processo administrativo disciplinar no âmbito da administração pública. E parte de muitas questões que dialogaram com o que foi falado aqui é como o nosso direito público aqui também, né, como é ensinado nas faculdades de direito, segue essa perspectiva formalista, né, daquilo que é posto. Então, o que não é positivado na norma, o que não é colocado, não é permitido à administração pública fazer. E, diante da minha pesquisa, eu me deparei com uma série de categorias que é colocada no plano da lei, como ordem pública, interesse público, que são categorias que não têm definições a priori. Elas são definidas no momento da aplicação, né? Tem uma definição mais geral, mas elas não têm aquela definição que só segue no caso concreto mesmo. Onde está o interesse público, né? Ele vai estar ali, vai estar aqui o interesse público para a administração agir. E isso tem me incomodado bastante, porque eu não consegui encontrar algumas respostas nos textos jurídicos aqui do Brasil, que muitos deles, inclusive, reconhecem que o nosso direito é permeado por essas categorias abstratas que só são finalmente definidas naquele caso concreto. E aí, tendo em vista que a gente tem essa convergência entre o que é o direito público francês e o que a gente importa para o nosso ordenamento jurídico, eu fiquei me perguntando até que ponto, na França, se dá essas categorias amplas, como é que se define isso, e como a antropologia ou outras metodologia das ciências sociais consegue contribuir para a gente poder chegar numa definição, porque senão a gente acaba debatendo, na verdade, quem define o que é interesse público ou ordem pública, e não necessariamente o que é interesse público e ordem pública. Não sei se deu para entender. Obrigado. Obrigado, professora Veronique, pela palestra. Uma pergunta rápida. A relação entre o direito e a antropologia é institucionalizada no sentido de tem aula de antropologia nos cursos de direito, que aqui no Brasil, bem, apesar desse diálogo, né, ser mais comum, diria assim, mas as faculdades de direito eu acho que ainda resistem muito a ter uma discussão de antropologia dentro do curso de direito. Então, queria saber como é que é lá na França. Obrigado. Hein? Obrigado. Olá, licença. Obrigada pela mesa, pelo evento também. Vou tentar ser bem rapidinho. Eu queria, pela sua fala, eu estou no doutorado, eu faço doutorado em Filosofia do Direito, aqui na Universidade de São Paulo, e eu tenho visto, nesse encontro que a senhora estava comentando sobre antropologia e essa multidisciplinaridade com o direito, uma certa revisita de temas muito clássicos do direito, que são revisitados a partir da lente, um pouco, mas muito pelos próprios acadêmicos do direito, né? Como o tema das fontes, que a senhora estava citando aqui, mas eu imagino que outros também, eu tenho visto uma certa incorporação de um historiador do direito romano, que é o Ian Thomas, que é muito citado pelo Latour, inclusive, no livro do Conselho de Estado, e que, querendo ou não, faz uma coisa,
dá uma perspectiva nova para temas muito clássicos do direito. Eu queria saber se é isso, sim, que tem acontecido mesmo, se tem outros temas muito clássicos do direito que tem até reestruturado um pouco a maneira como os juristas têm entendido o próprio objeto de estudo, né, o direito e o direito romano, outros institutos muito clássicos, assim, uma certa revisitação. Era só isso, na verdade. Obrigada. Nada. Mais alguém para fechar o bloco? Oui? Não. Não, e só uma questão para você, Veronique, porque considerando o quadro das ciências sociais no Brasil, né, pelo menos desde os anos 80, existem estudos, e inclusive em vários centros de pesquisa no Brasil, sobre esforços antropológicos, sociológicos, de etnografia, de imersão no ambiente estatal, burocrático, sobre a justiça, sobre o direito, né, de pensar como permitir essa ponte, né, e esse diálogo diante já do know-how que as ciências sociais brasileiras ela dispõem para colaborar com essa tournant, essa guinada da antropologia e do direito francês, né? Como é que poderíamos imaginar em estabelecer essas conexões, né, e as possíveis interlocuções, né? Tá bon? Oui. Alors, s'agissant de la première question, je ne sais pas si l'on peut définir l'ordre public, l'intérêt général, l'intérêt commun, tous ces mots que l'on désigne en France sous le nom de standard, le concept général qui permet de rendre compte de ces mots généraux qui sont des fondements à l'action de l'administration. Nous les appelons des standards. C'était un mot qui a fait l'objet d'une thèse par un grand professeur de droit qui s'appelle Stéphane Rials, maintenant qui est parti à la retraite, qui s'appelle les standards en droit, et c'est une thèse vraiment très intéressante sur voilà, ces mots généraux qui justifient l'action, mais qui n'ont pas de définition. Et c'est la raison pour laquelle je dirais, je ne sais pas si on peut les définir. En revanche, c'est très intéressant pour nous, dans les interactions entre disciplines, c'est que si on ne peut pas les définir, on peut les étudier en action. C'est-à-dire qu'en fait, leur mode de définition ou leur mode d'étude, c'est de voir comment l'administration les mobilise pour justifier leur action. Donc c'est comme ça que j'aurais une approche scientifique ou méthodologique de ces notions. Ne pas forcément chercher à les définir, parce que même si on les définit, rien ne garantit que la définition va s'imposer une bonne fois pour toutes à l'administration et qu'elle ne va pas encore jouer avec les mots. Donc, je ne suis pas sûre de l'utilité de la définition. En revanche, je suis sûre de l'utilité de mener justement un travail ethnographique, anthropologique, administration par administration, sur la façon dont celle-ci utilise ces catégories pour justifier leur action. S'agissant de la question, ou plutôt de la remarque sur les facs de droit résistent toujours, oui, en France aussi. Ce que je viens de dire, l'exposé que je viens de faire était peut-être très optimiste, mais il y a une résistance très importante, non seulement, je dirais, active, parce que certains professeurs de droit estiment que l'anthropologie du droit n'est pas du tout intéressant, que c'est, voilà, comme je l'ai dit, une science annexe pour contextualiser l'étude du droit et sa compréhension.
Mais aussi, cette résistance, elle est passive ou elle est le produit d'une évolution structurelle des études de droit en France qui se professionnalise et qui demande à former des bons techniciens du droit. Évidemment, alors je suis ironique, évidemment, un bon technicien du droit n'a pas besoin d'anthropologie. Donc, les programmes ministériels sur les formations de droit impliquent aussi cette forte marginalisation. Et aujourd'hui, il y a très peu de cours d'anthropologie du droit. Si on veut sauver un cours d'anthropologie du droit dans les facultés de droit, cela demande beaucoup de travail, de bonne volonté. Et il y a des facultés de droit en France qui n'ont pas du tout de cours d'anthropologie, même facultatif pour 3 étudiants. Voilà. Donc c'est voilà, des facteurs de résistance, je dirais à la fois actifs de la part de certains enseignants et aussi comme produit de l'évolution de la formation des juristes. S'agissant de la 3e question, Yann Thomas. Merci d'avoir cité Yann Thomas. Oui, il y a quelque chose de Yann Thomas dans la démarche à laquelle j'ai fait allusion. On pourrait dire à cet égard qu'il fait partie des précurseurs de ce nouveau courant qui se sont servis d'une connaissance très sérieuse, approfondie du droit romain. Yann Thomas, je l'ai connu, j'ai eu cette chance, j'ai assisté à ses séminaires. Il lisait les séminaires, il lisait en latin, on avait les digestes romains et on lisait comme ça, ligne par ligne, les digestes, et il commentait ligne par ligne les digestes pour en faire des formes de théorisation plus importantes. Jamais il ne généralisait jamais trop. Son but, ce n'était pas de créer des grands concepts, mais d'éclairer sur la façon, en l'occurrence, dont certains rapports de droit étaient nés en droit romain. Et ça a permis, ça c'était très important, notamment pour toutes les controverses avec les privatistes qui estiment que les évolutions du droit civil et du droit de la famille portent atteinte aux catégories anthropologiques fondamentales. Yann Thomas dit, ben voilà ce qui se passait en droit romain, quel était le droit romain. Vous voyez que tout cela était un facteur de construction. Et donc là, on a vraiment un travail d'historien du droit contre les croyants dans les catégories anthropologiques fondamentales. Donc c'est très important cette démarche-là, hein, de dire que le droit romain est un droit qui conçoit le droit comme un artefact et qui a sans cesse joué avec ce qui était représenté comme étant la nature ou un produit des dieux. Donc Yann Thomas, oui, fait partie de ces références possibles, mais il y a d'autres possibilités, évidemment, de faire un travail avec la perspective épistémologique de Yann Thomas. Tous les travaux d'historiens de la pensée et du droit, tous ceux qui ont réinvesti les études de la formation du droit civil. Alors je pense à quelqu'un comme Jean-Louis Alperin, peut-être ils ne sont pas très connus ici, mais Jean-Louis Alperin, Frédéric Audrenne, Anne-Sophie Chambost. Ce sont des personnes qui ont rénové complètement l'histoire du droit pour montrer que tout est affaire de construction et donc ça permet de aussi éclairer les juristes contemporains. Enfin, sur les connexions possibles, les connexions possibles, elles sont sous réserve que les juristes soient sérieux dans l'apprentissage des méthodes de sciences sociales. Elles sont possibles sur de multiples terrains. Je crois l'avoir dit là, avoir essayé de montrer cela, mais on peut étudier avec les anthropologues des formes de construction du droit dans les administrations, dans les micro-sociétés, dans les
sous toute forme de collectivité. J'essaye de trouver un mot général, pas trop engagé, sous toute forme de collectivité produisant de la normativité. Je pense qu'on peut avoir un travail avec les juristes pour essayer de qualifier, d'identifier les normativités, de qualifier ces normativités, voir comment elles circulent, comment elles se forment ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites en commun, sinon je n'aurais pas fait 10 000 kilomètres pour faire cette conférence. Então, acho que a gente, por conta do horário, encerra aqui. Né? Muito obrigado. Merci beaucoup, Véronique. Et qu'on continue à ces échanges et à cette produção de trabalho comum. Então, a próxima mesa vai ser aqui mesmo, né? É tudo aqui. Então, não precisa dar nenhum informe.